Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette conférence qui est consacrée aux Français langue proche, organisée par l'Institut français de Finlande. Donc cette conférence s'inscrit dans notre cycle d'événements dédié à la question du proche dans les langues, qui a commencé au mois de janvier avec la Nuit des idées et qui se poursuit jusqu'au mois de novembre 2021. Aujourd'hui, dans le cadre de la francophonie, on a voulu s'interroger sur la manière dont le français est en réalité non pas un, mais plusieurs. Dans la manière dont le français obéit à des variations, des appropriations, parfois une myriade d'usages ou encore de réinterprétations. Et on a également voulu s'interroger sur les relations qui unissent la diversité de ces usages et de ces variétés, parfois des relations de proximité, parfois des relations de conflit ou encore d'éloignement. Pour en parler avec nous, donc on a invité Jean-Philippe Payette, qui se trouve ici, qui est enseignant à la fois à l'école européenne, à la fois de philosophie et de lettres françaises, qui anime également des émissions radio, notamment La Callieuse, et qui est également essayiste, et je dirais de manière plus globale, amoureux des mots. Et moi-même, puisqu'on a conçu cette conférence comme en réalité un dialogue entre nous, donc je suis attachée pour le français ici à l'Institut français de Helsinki, de Finlande à Helsinki, et qui par le passé y travaillé sur des écrivains francophones et notamment Copy, donc l'écrivain argentin qui écrit en français. Donc vous verrez que tout au long de cette conférence, on se passera la parole l'un à l'autre de manière assez équilibrée et dialogique, je dirais, entre la France et le Québec, hein, mais donc dans toutes les variétés du français. Tout au long de cette conférence, qui durera environ 1 heure, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou dans l'espace de questions-réponses. Est présent ici parmi nous notre modératrice Sophie, qui prendra en note toutes vos questions et qui les adressera à la fin de la conférence. Donc n'hésitez pas, on va pas prendre les questions au fur et à mesure où elles arrivent, mais par contre n'hésitez pas vous à les poser à chaque fois que vous avez tout type de réaction ou des commentaires. Enfin n'hésitez pas à le faire, on gardera 30 minutes à la fin pour revenir sur vos interrogations ou vos réactions. Il y aura des petits sondages aussi au fur et à mesure de cette conférence, donc auxquels seules les personnes connectées au webinaire peuvent répondre. Donc si vous suivez l'événement sur le Facebook Live, ça n'est pas possible. Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes bloqué à ce niveau-là. Mais donc n'hésitez pas à répondre pour ceux qui sont connectés à toutes les petites questions qu'on vous proposera au fur et à mesure. Donc, on a voulu commencer cette conférence par finalement une représentation qu'on a des langues, qui est une représentation généralement homogène, unifiée. On a cette idée qu'une langue finalement, elle est tout entière contenue dans le livre de grammaire ou dans la méthode de français pour le français, et puis elle se résume à ça. Et cette illusion d'homogénéité, finalement, elle est d'autant plus forte avec une langue comme le français, qui a vécu un grand mouvement d'homogénéisation à partir du XVIIe siècle, avec au XVIIe siècle la création des premiers dictionnaires et puis de l'Académie française en 1635, et un mouvement d'homogénéisation qui se renforce encore au XIXe siècle avec l'effacement des dialectes à travers l'école de la Troisième République. Finalement, à ce moment-là, les différentes variations de français sont traitées comme des parlers ennemis ou des langues ennemies, des voix ennemies à la nation naissante. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, au Québec, ce mouvement d'homogénéisation, il a eu lieu encore plus tôt par rapport à la France, non? Tout à fait. Mais d'ailleurs, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc, ce que tu évoquais, Anne-Laure, au tout début, me faisait penser à ces mots de Bertrand Barrère dans son rapport au comité de salut public. Alors, on est évidemment dans la foulée de la Révolution française.
Et Bertrand Barrère dit chez un peuple libre, la langue doit être une et la même pour tous. Il va jusqu'à identifier donc les ennemis. Les Italiens sont de contre-révolutionnaires. Les Basques sont, j'ai déjà oublié, donc des fanatiques. Voilà, donc des termes assez sévères et on voit bien tout de suite l'esprit de confrontation. Au Québec, on n'a pas particulièrement l'habitude des révolutions. On en a une, c'est entre guillemets, pendant les années 60, donc disons les années 60 au 20e siècle, donc 1960 à peu près, et la suite. Et on a appelé cette révolution la révolution tranquille, ce qui dit quand même quelque chose de nous. Et la révolution tranquille, c'était essentiellement donc un rattrapage social, un retrait progressif, mais assez soutenu de la présence du clergé notamment. Bon, alors cette tranquillité-là, elle a peut-être un écho jusque dans la façon avec laquelle le français, lui, s'est homogénéisé, donc en Nouvelle-France, donc un terme qui nous permet de qualifier le régime français en Amérique du Nord. Alors c'est un phénomène qu'on voit régulièrement, de dire nouveau, donc Nouvelle-Orléans, Nouvelle-Zélande, etc. Alors le régime français en Amérique du Nord avait ce nom, donc la Nouvelle-France. Et vous voyez en bleu, donc cet axe qui doit faire à peu près la distance, je sais pas, peut-être Helsinki-Rovaniemi, où vivent quelques dizaines de milliers de néo-français, là où il y a évidemment des communautés autochtones et un certain brassage déjà. Mais ce qu'on sait, c'est que en fait tous ces immigrants qui partent vers la Nouvelle-France, et là vous voyez l'expansion, donc la Nouvelle-France en bleu au fil des années. Là on est déjà vers la deuxième moitié du 18e. Mais tous, et donc voilà, ces immigrants donc sont essentiellement tous de la même région. On est vraiment toujours sur la côte ouest essentiellement, tout en bleu, donc la Normandie. On va à peu près jusqu'à Bordeaux, et donc on imagine bien que un territoire assez bien circonscrit, une population finalement modeste, hein, quelques dizaines de milliers d'habitants, et des dialectes, des variations de ce français maritime finalement assez liés, interreliés, ce qui forcément favorise une harmonisation, une homogénéisation peut-être plus douce, plus rapide, qui nécessite absolument pas un discours aussi, disons, hargneux que Bertrand Barrère de Vieuzac. Et tout ça se déroule avant la Révolution française. Tout ça se déroule, vous le voyez, donc dès le XVIIe. Et sur le terrain, donc en Nouvelle-France même, c'est notamment, c'est là que c'est intéressant pour nous, un Finlandais, le botaniste Per Kalm, qui, en voyage à la Nouvelle-France, venu pour observer la nature, note également le français tel qu'il est parlé sur le territoire et note déjà cette maîtrise tout à fait respectable de la langue, mais aussi, donc il utilise le terme pur, terme qui évidemment assez mal vieilli, mais qui en fait apparaître cette idée qu'il y a effectivement donc une forme d'homogénéisation qui est en train de vraiment se former sur ce territoire-là, avant la France finalement, si on pense à tous les temps, à la France dans tous ses angles et toutes ses régions. Oui, pourtant, cette homogénéité, en fait, qui est historique également, elle va contre, d'une certaine manière, l'expérience qu'on fait, même comme simple locuteur ou comme simple voyageur, quand on va dans un pays francophone, où on se rend compte que non seulement le dialogue qu'on essaye d'avoir avec l'autochtone ne ressemble pas forcément au dialogue écrit dans le livre, mais où en plus on a un autre obstacle immédiat ou une autre difficulté immédiate qui est finalement le fait de comprendre l'accent dans lequel s'exprime la personne. C'est-à-dire que cette finalement variété quand même présente dans l'usage de la langue, elle interpelle le locuteur d'abord à travers l'accent, qui est vraiment l'expression directe de cette variété. Oui, ce que tu décris alors nous ramène, je pense, à tout ce phénomène qu'on a tous connu d'une manière ou d'une autre. On apprend une langue passionnément, intensément, évidemment dans les livres, avec donc des contextes plutôt artificiels, et arrive l'épreuve du réel. Alors, on a tous nos chocs personnels. Moi, par exemple, avec l'anglais, je me souviens que c'était le film Trainspotting, par exemple, avec un accent écossais très, très marqué. Et là, je me rendais compte que finalement, est-ce que tous mes cours d'anglais avaient, je sais pas, peut-être servi à rien pour, disons, pour illustrer cet écart. J'aime
par le truchement de Fred Derwin, penser à Zygmunt Bauman, sociologue, qui crée une opposition que je trouve assez pertinente pour penser ces questions-là. Il oppose des notions de liquide et de solide. Alors, je vais faire quelques détours avec quelques disciplines et quelques exemples. On reviendra ensuite à la langue. Pour Bauman, cette opposition liquide-solide, c'est notamment ce qui expliquerait les problèmes, par exemple, de dépression, d'anxiété en ce moment, donc 20e, 21e siècle, avec l'accélération dont parlent d'autres philosophes comme Hartmut Rosa. Donc, ce serait ce sentiment d'inadéquation entre le solide, qui est peut-être ce qu'on imagine, ce qu'on aimerait, nos ambitions, mais telles que fantasmées, désirées, et la réalité qui est évidemment toujours liquide, impalpable, intangible, pleine d'imprévus. On pourrait même utiliser notre conférence en ce moment en direct comme exemple. On s'y est préparé pendant plusieurs semaines, on a des notes, on a sans doute envie d'être là à notre meilleur avec des répliques percutantes, de la matière à penser, du grain à moudre, le plaisir d'échanger, de transmettre des idées. Et finalement, il peut, pour toutes sortes de raisons, avoir quelques obstacles, accrochages, tout ça. Et donc, le défi, c'est de parvenir à accepter que tout ça ne va jamais véritablement s'arrimer. Et je pense que notre rapport avec les langues, qu'elles soient de papier, donc manuel, grammaire, documents écrits de toutes sortes, et l'expérience de la langue et de toutes ces variétés qui sont tellement complexes, tellement diversifiées, mais ça ne s'arrime pas, on n'arrive pas à créer ce lien entre les deux. Notre défi, ça devient peut-être plutôt que de se dire il faut recommencer à zéro ou je dois apprendre à nouveau, c'est plutôt, je pense, de développer une dynamique qui est en fait du dialogue, se comprendre, s'écouter, échanger pour ensuite finalement, parce qu'en réalité, à partir du moment où tout le monde est de bonne foi, le français, ça demeure quand même du français malgré toutes ces diversités et ces variations. Oui, oui, c'est vrai. Mais alors, ce qui est beau ou terrible, enfin, ça dépend de la perspective, c'est que malgré tout, même si bien sûr on peut se comprendre tout à fait, l'accent donne des indications sur la personne qui parle. Et d'abord, je dirais une indication géographique. C'est-à-dire que la première indication qu'on a quand quelqu'un nous parle, c'est ou le premier réflexe qu'on a quand la personne ne parle pas un français standard, c'est de se demander ah mais tu viens d'où? Ou de lui demander d'ailleurs tu viens d'où? Et d'ailleurs, on a préparé justement un petit sondage pour vous, pour que vous puissiez, pour voir si vous pouvez identifier ces accents, ou si vous aussi vous posez ces questions, enfin vous reconnaissez bien que les accents sont différents. Et donc voilà, on va du coup vous faire écouter trois petits enregistrements et on va lancer un sondage pour chacun des enregistrements pour vous identifier d'où vient la personne. Donc je vous mets d'abord le son. On a une communauté qui soutient beaucoup ces jeunes artistes. Alors, je pense qu'on grandit avec ça. On grandit avec cette fierté parce que je me souviens quand j'étais vraiment petite, des fois, il y a des choses qu'on comprend pas comme enfant, comme pourquoi est-ce que je peux pas aller à la grande école de mon quartier avec tous mes petits amis là? Pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse 1 heure d'autobus? Comme enfant, des fois, c'est frustrant, ces choses-là. Voilà. Donc la question qu'on vous pose, la première question de sondage, c'est de savoir d'où vient la personne que vous entendez parler, du Québec, de Belgique ou du Congo. Voilà, vous avez quelques secondes pour répondre et après le sondage s'arrête automatiquement. Et on voit un peu ce que les uns et les autres ont répondu. Voilà. Donc si on regarde un peu les réponses, du Québec. Alors, je vois que voilà, il y a beaucoup de personnes ont bien identifié cet accent. Effectivement, c'est un accent québécois. D'ailleurs, Jean-Philippe est resté quoi pendant toute cette période pour ne pas influencer sur la réponse, mais c'est bien un accent du Québec, en effet. Alors, la deuxième personne, donc on vous laisse écouter. C'est notre directeur qui avait un ami d'enfance en France, qui faisait un peu de l'apiculture. Et à son retour maintenant, il a fait appel à ses amis là. Nous n'étions pas des apiculteurs, mais nous avons fait appel à des vétérans, dont les apiculteurs de la localité. Et nous avons dans un premier temps créé un petit champ d'arachides, histoire de mobiliser les fonds pour la procédure de reconnaissance, que nous avons obtenu en 2000.
Mwendepoiré compte aujourd'hui plus de 2000 apiculteurs répartis dans tout le pays et emploie au sein de ces différentes structures 50 salariés. Dans le même temps, il a fallu améliorer les techniques de production. Voilà. Alors, la question qu'on vous pose est toujours la même. D'où vient cette personne? Est-ce qu'elle vient de Suisse, du Sénégal ou du Burkina Faso? Donc, pareil, vous avez quelques secondes pour voter. N'hésitez pas à voter, hein, les votes sont anonymes, donc même si vous vous trompez, on ne saura pas. C'est pas grave du tout en plus. Alors, les résultats. Pas loin. Alors, en fait, c'est une personne qui parle du Burkina Faso, pas du Sénégal. Et j'aurais dû mettre aussi l'enregistrement du Sénégal pour voir la différence. En tout cas, c'était clairement pas suisse, comme la plupart d'entre vous l'ont vu. Et le troisième petit enregistrement. Il y a eu une première découverte de ces masques vers la fin du 19e siècle par les ethnologues et par les grands musées. Nous sommes ici en présence de 5 masques. Des masques qui ont été collectionnés ici au Lötschental au début du XXe siècle. Voilà. Et donc, la question, d'où vient la personne? De Guyane, de Nouvelle-Calédonie ou de Suisse? Vous avez encore quelques secondes pour voter, pour vous manifester. Et la réponse de Suisse, hein, voilà, effectivement, la majorité a raison. C'était effectivement un accent suisse. Et ce que je trouve frappant, bien sûr, c'est que l'accent, finalement, il révèle l'origine géographique d'une personne. Donc, on a une communauté qui Pardon. Donc, il dénote l'origine géographique d'une personne, mais il dénote aussi l'origine sociale de cette personne. Et du coup, dans ce sens-là, l'accent est aussi un peu traître, hein, parce que peut-être qu'on veut cacher ses origines sociales ou ses origines géographiques. Et c'est un peu ce qu'exprime Luba Jorgenson, qui est cet écrivain russe. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir le livre, donc, mais qui a écrit ça dans Le lieu du péril. Donc, cet écrivain russe, d'origine russe, mais d'expression française, et qui raconte que on lui a longtemps demandé d'où elle venait justement quand elle parlait, et qui sent ça comme vraiment une espèce de violation de son intimité, et qui a tout fait pour gommer son accent pour ces raisons-là. Et elle dit ceci: garder un accent, c'est comme ne pouvoir jamais refermer complètement la porte de la chambre. Tout le monde peut s'y introduire. Je tiens à pouvoir vivre la porte fermée. Voilà. Et parfois, le secret de l'origine dont parle Luba Jorgenson, finalement, ça peut être à la fois une origine géographique et en même temps une origine sociale. Je pense que si vous avez vu ce documentaire consacré à la sociologie et à Bourdieu, la sociologie est un sport de combat, vous avez en tête cette phrase très belle de Bourdieu: quand on vient d'un petit milieu, d'un pays donné, on a de la honte culturelle. Moi, j'avais de la honte de mon accent qu'il fallait corriger. J'étais passée par l'école normale, etc. Et cet accent, enfin cette honte culturelle qu'a Bourdieu, finalement, c'est une honte à la fois de sa région d'origine, qui est le Béarn, loin de Paris et de ses cercles d'influence, mais c'est aussi finalement une origine sociale, ou en tout cas ce qu'on projette sur cet accent du Béarn comme en termes d'éducation, de savoir, etc., parce qu'on relie cet accent des montagnes à la paysannerie et à l'idée de personnes de peu d'éducation, qui est pas du tout compatible évidemment avec la figure d'un intellectuel parisien comme l'a été Bourdieu. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore apparu de manière récente. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans l'actualité ou si vous l'avez vu, mais au moment de la nomination de Jean Castex comme Premier ministre, de nombreuses moqueries
se sont exprimés sur les réseaux justement sur cet accent du sud-ouest de Jean Castex, à tel point que Christophe Euzet, notamment un député de la 7e circonscription de l'Hérault, a publié une tribune justement dans Le Monde contre cette dimension discriminatoire de l'accent. Alors pour que vous vous rendiez compte, enfin que vous l'entendiez, si vous l'avez pas déjà entendu, je vais vous passer un petit extrait du début du discours de Jean Castex au moment de sa prise de fonction comme Premier ministre, puis après je repasse la parole à Jean-Philippe. J'ai donc eu l'honneur de travailler de près sous votre autorité. Jean Castex, originaire du Gers et nouveau Premier ministre depuis seulement quelques jours, déjà moqué pour son accent sur les réseaux sociaux, comme ici celui du rédacteur en chef de Paris Match qui soulignait l'accent rocailleux et le style terroir du Premier ministre. Dans la ville rose, ou plus... Voilà. Oui. Commenter. Moi, immédiatement, c'est cette idée de pouvoir faire... J'ai toujours trouvé ça assez fascinant que des accents puissent venir accompagnés de paysages, de cartes postales. Alors, quand j'entends ici Jean Castex, donc accent rocailleux, je sais qu'il y a eu des évocations aussi rattachées au rugby. J'essayais même de me souvenir d'une citation où apparemment, lorsque Jean Castex parle, on verrait les branches pousser entre les mots. Bon. Ce que je trouve intéressant dans l'extrait, c'est qu'également, on a juste à côté de lui Édouard Philippe, donc ancien Premier ministre, juste avant lui. On parlera peu ou pas du tout en fait de l'accent d'Édouard Philippe. Je me souviens donc de cet entretien qui était donc à la télé. Un linguiste évoquait le fait que oui, bon, Jean Castex a un accent, et l'animateur dit ouais, tout à fait, Jean Castex a un accent, mais Édouard Philippe a également un accent. Et soudainement, l'animateur se crispe vraiment. Oui, tout à fait. Et le linguiste poursuivait en disant on a un accent comme on a de la peau. Et Anne-Laure, sauf erreur, tu as de la peau, j'en ai également. Peau et accent, en fait, c'est notre expérience du monde avec toute sa complexité. Des réflexions donc sur l'accent de nos figures au pouvoir. Ce n'est pas qu'une affaire française. Je pense à la Finlande également. Je vais vous donner quelques exemples tirés des derniers premiers ministres. Donc évidemment, on a Sanna Marin qui est maintenant à la tête de la République, donc première ministre, jeune, de la région de Tampere. Donc tout de suite, il y a une sorte de... Ça vient avec certaines idées, ça vient avec certaines images, certaines réflexions. Avant elle, il y a eu Juha Sipilä qui lui venait de la région de Oulu. Et ça aussi, je me souviens d'articles, de réflexions sur certaines tournures, certaines constructions, et avec ça, évidemment, une sorte de profil avant même, en fait, qu'on puisse connaître la figure politique. Et c'est ce qui est frappant également dans l'extrait, c'est-à-dire que Jean Castex vient d'arriver, il n'a pas pris de décision, il n'a pas nécessairement d'orientation bien marquée, et pourtant, on a déjà catégorisé, voire si j'exagère un peu, mis en boîte, on a déjà une sorte de programme qui vient avec l'accent, ce qui finalement nous fige, j'ai l'impression, et empêche l'échange d'avoir cours. C'est vrai que l'accent, c'est un peu le premier contact, en particulier à l'oral, bien sûr, mais au-delà de l'accent, il me semble que... Tout dans la ville. Pardon. Mais au-delà de l'accent, il me semble que finalement, c'est comment dire, c'est tout un parler qui est épinglé, et en particulier ce dont la honte culturelle qu'évoquait Bourdieu, c'est finalement aussi une honte pour des habitudes liées au lexique, à la syntaxe, qui sont ceux de son milieu, puisqu'il est dans un milieu assez modeste, et de sa région. C'est la sociolinguistique en particulier a étudié toutes ces variations et a montré que finalement ces variations dans l'usage du lexique, de la syntaxe ou même de la prononciation, donc de l'accent, renvoyaient finalement à des stratifications sociales. C'est peut-être aussi pour ça que effectivement on relie l'idée de l'accent de Paris, finalement le non-accent de Jean-Philippe, au pouvoir, donc à cette stratification sociale du pouvoir, parce que Paris est aussi un lieu de pouvoir. Donc, on voit aussi ces jugements finalement sociaux traverser
traverser la manière de regarder ou de juger la parole. Et je voulais en particulier insister sur le fait que finalement, cette parlure d'un milieu qui, comme je disais, est pas seulement l'accent, mais est aussi composé de toutes les dimensions de la langue, donc aussi de la syntaxe, du lexique, etc. Ces variations, on se rend compte à l'intérieur d'un même pays, bien sûr, entre milieux sociaux, du coup. Parce que finalement, voilà, la langue a d'abord cette fonction sociale de s'adresser à quelqu'un à qui on souhaite s'adresser. Et je voulais en particulier faire entendre un extrait de L'Esquive, le film de Keshish, qui est sorti en 2005. Et qui, je ne sais pas si vous connaissez ce film, mais qui fait bien entendre dans cet extrait justement une variation de français. Ce film est pourtant tourné en France, c'est en métropole française, etc. Mais la variation qu'on entend, le parler finalement social qu'on entend, est pas non plus un parler standard. Et à tel point que ça, au début, en tout cas, de la projection de ce film, je sais que j'ai dû mettre les sous-titres parce que c'était trop compliqué pour moi de rentrer dans ce parler auquel je suis pas habituée. Et voilà. Donc, avant de vous passer l'extrait, je précise juste, donc, pour ceux qui connaissent pas ce film, donc ce film met en scène un groupe d'élèves dans une classe de français qui décide, dans le cadre d'un club de théâtre, de jouer une scène de Marivaux. Donc, le jeu de l'amour et du hasard. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est ce titre-là qui est retenu dans la traduction en anglais. Donc, c'est Games of Love and Chance, donc qui renvoie vraiment à cet intertexte de Marivaux. Et finalement, les élèves jouant Marivaux finissent par eux-mêmes, dans leur vie réelle, faire aussi du marivaudage, c'est-à-dire eux aussi se courir les uns derrière les autres, ne pas pouvoir exprimer directement leurs sentiments, etc. Donc, ce qui explique que dans cet extrait, vous verrez que l'une des jeunes filles est habillée en costume, c'est-à-dire en costume du XVIIIe siècle. Voilà, donc je vous le passe. Lily, elle est là ta sœur? Ouais, vas-y, va la chercher. Lui dis pas pour ma robe. Vas-y, va la chercher vite. Merci. Non, attends. C'est quoi tu me dis quand elle arrive, ok? Alors. Salut Clément, ça va? Ouais, bien. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Rien. T'es venu pourquoi? Oh là là. C'est vrai. Oh là là, Lydia. Wow. C'est pas vrai. Alors, elle est belle ou pas? Elle est charmée. Ah, mais tu... Sérieusement. Elle est super belle. C'est vrai pour de vrai ou pas? La tête de ma mère, elle est grave belle. Sérieux? Elle est kiffante. Voilà, ça me fait plaisir. Merci. Oh, on dirait Miss France. C'est gentil. Tu l'as pris où? J'ai pris chez le Noche. Non. Si, elle est belle ou pas? Franchement, elle est trop belle. Mais t'as eu, il manque de la dentelle là. Sérieux? Ouais, je voulais que ce soit plus long le volant de merde là. Je fais tailler, je fais allongement le volant. Tu sais, il me fait quoi ce bâtard? Il me fait non. Hein, Clément? T'as vu? C'est un bâtard ce gars-là, il voulait même pas m'allonger le volant, c'est marrant, wesh. Pas grave, t'en bats les couilles, mais je la préfère comme ça, heureusement que t'as pas fait le volant. Ah, la chétane, t'es folle ou quoi? Elle est belle comme ça, touche-la même plus. C'est un enfoiré aussi. Ah, franchement, t'aurais rajouté du volant, je t'aurais pas dit qu'elle c'est belle, hein. Voilà, donc si vous voulez réagir dans le chat à cet extrait, n'hésitez pas, voilà, parce que comme je disais, c'est quand même voilà une variation du français particulièrement forte et quand on n'y est pas habitué, d'encore plus forte. Donc voilà, n'hésitez pas à écrire tous les commentaires que vous voulez dans le chat qu'on pourra partager à la fin. Peut-être Jean-Philippe, tu as une réaction? Oui, en fait, c'est que cette expérience, hein, ce choc en fait vécu que tu décrivais me fait penser moi à une expérience semblable qui a été relatée par un cinéaste québécois à Cannes. Donc c'est Bernard Raymond, cinéaste québécois qui
Donc, qui est connu pour son cinéma qui est assez sombre, avec des thèmes plutôt tragiques, alcoolisme, violence, mais aussi souvent abordera les thèmes donc tels qu'ils sont vécus par la classe ouvrière, donc l'Est de Montréal, etc. Et donc, ces films qui sont très lents aussi, avec un style très, très marqué. Donc, il avait présenté donc il y a quelques années avant ce discours-là là, que vous avez sous les yeux. Donc, en 2003, il présente 20h17 rue Darling. Et quelques années plus tôt, donc, il avait eu l'occasion de présenter La femme qui boit. Donc, tout de suite, le titre dit à peu près tout, assez programmatique. Alcoolisme, c'est un film qui est franchement très lourd, mais où on entend effectivement un français, donc la langue des ouvriers, il y a quelques décennies, et je pense que c'est un choc assez semblable là, qui a été sans doute vécu par donc une cinéphile, je devine, qui se dirige vers le cinéaste à la fin de la projection. Et donc, je vais lire le passage qui est là. Bernard Raymond s'adresse à la foule donc, au moment de présenter son nouveau film. Il y a 2 ans, quand je suis venu montrer mon film « La femme qui boit » à la semaine, une spectatrice m'a dit « Votre film est tragique, je le sais. Mais j'entends l'accent et ça me donne envie de rire. » Bernard Raymond à ça dit « Cela s'appelle du mépris. La langue de ce film est une langue de pauvres. C'est la langue de gens dont les grands-parents sont montés à Montréal pour travailler à des salaires de famine, dans des usines pour des patrons anglais qui les méprisaient. Cette langue a fait leur malheur et leur dignité. C'est la langue de ma mère et de mes grands-parents. Écoutez sa musique. C'est beau et triste comme un reel irlandais. Aux spectateurs français, je demande une faveur. Si vous ne goûtez pas la saveur de cette langue, reportez-vous aux sous-titres anglais et faites comme si le film était slovaque ou portugais. Oui, alors c'est vrai que le film de l'Esquif, avec l'extrait que vous avez vu, a produit des réactions un peu de tension ainsi de la part des spectateurs français à l'époque. Et c'est vrai que ces variations de parler qui identifient finalement un groupe social donné peut produire ces réactions de rejet. Mais d'un autre côté, ces mêmes marqueurs sociaux aussi que sont toutes ces tournures de phrases ou toutes ces manières tous ces choix lexicaux, etc., sont aussi des manières de se reconnaître d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est aussi des manières de former une communauté à travers la langue, une communauté à l'intérieur d'une communauté plus large, parce que finalement, je vais reconnaître celui qui appartient au même groupe que moi, qui peut être un groupe d'intérêt, aussi bien qu'un groupe social, ou bien qu'un groupe de quartier, etc. La personne qui partage finalement les traits caractéristiques de mon parler. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce revers, je sais pas si positif est le terme, mais en tout cas de création de groupe finalement que peut avoir ce partage de traits caractéristiques. Est-ce que toi, du côté du Québec, justement, tu peux donner quelques exemples d'éléments de discours au-delà de la question de l'accent qui va faire que tu vas reconnaître un parler québécois par rapport à d'autres types de parler? Oui, donc si on parle de la langue québécoise en excluant l'accent, donc c'est ce qu'on entend à l'oral, alors je vais faire un effet spécial, je vais prendre les livres dans les slides et vous les présenter. Hop, voilà. Donc vous avez donc le niveau baisse et le vif désir de durer. Alors la technologie rend les choses un peu plus floues, mais quand même. Je veux vous parler de ces 2 livres-là qui ont un peu influencé le volet là, que je présente maintenant. D'abord, donc, de Marie-Éva de Villers, Le vif désir de durer. Je pense qu'elle parvient à bien répondre à la question. C'est-à-dire que donc c'est paru à peu près en 2005, donc une thèse qui essayait d'illustrer la norme réelle du français québécois. Donc, c'est-à-dire que si je rencontre un Québécois dans la rue à Helsinki, ça va prendre quelques secondes à peine, on va se reconnaître, affaire d'accent, affaire de complicité. Mais à l'écrit, par exemple, est-ce qu'il y a une distinction? Est-ce que vraiment on peut reconnaître un français québécois d'une autre variation du français? Alors, pour essayer de répondre à cette question, Marie-Éva de Villers, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend, sauf erreur, une année, je pense que c'est 1997,
tous les mots, tout le vocabulaire, toutes les structures syntaxiques du journal Le Monde, donc en France. Donc, il doit avoir à peu près un échantillon de 30 000 mots à peu près. Et elle fait exactement la même chose la même année avec Le Devoir de Montréal, qui est à peu près son équivalent. Même type de lectorat, même type de lecteur, même profil. À la fin des courses, donc à la fin des analyses, on parvient à illustrer assez bien, elle le fait vraiment de manière très éclairante, la norme, donc la syntaxe, la norme d'un français donc médiatique est identique. C'est sensiblement, c'est la même langue, indéniablement, et c'est même les mêmes standards, les mêmes niveaux. Par contre, il y a évidemment des traits distinctifs. Et c'est là, en fait, que là, je peux vraiment répondre. Qu'est-ce qui va me permettre dans un texte, dans un article, qu'est-ce qui va me permettre en lisant, disons sans le savoir, à l'aveugle, qu'un article vient du Monde ou du Devoir? Mais là, ça devient une question qui est peut-être un peu plus stimulante. On peut regarder les traits distinctifs du français du Québec. C'est un panorama assez court, mais qui va nous permettre de regarder certains axes. Vous avez sous les yeux donc des mots qui ne se retrouvent que dans le Devoir. C'est une façon de l'illustrer. Ça peut être des archaïsmes, donc des termes qui sont considérés comme des archaïsmes d'un point de vue européen. Est-ce qu'un mot que j'utilise encore aujourd'hui comme achalandage ou je sais pas, bleuet, est-ce que c'est un archaïsme si je l'utilise moi de manière tout à fait naturelle en 2021? Ça devient une question de point de vue, j'ai l'impression. Donc des archaïsmes, des dialectalismes, je vous les présente de manière un peu technique. Donc barrer la porte, qui nous ramène presque à une vie de château, j'ai l'impression, pour verrouiller la porte. Achalandage, qu'on retrouve chez Proust. Traversier, que j'aime beaucoup. Moi, j'aimerais bien créer un mouvement pour que traversier devienne le mot dominant plutôt que ferry. Alors, c'est un combat. Anne-Laure, peut-être qu'on pourra le mener ensemble. Bleuet plutôt que myrtille. Débarbouillette, mais j'ai déjà oublié le terme qui serait utilisé en France. Le gant de toilette. C'est ça, le fameux gant de toilette. Et bec, donc qui serait l'équivalent de baiser. Et sauf erreur, en Suisse, le mot bec est également employé. Il y a évidemment des mots inconnus qui sont là pour nommer des réalités propres, donc des réalités locales. Poudrerie, qui est cette neige soufflée par le vent, très très légère, qui virevolte. Alors, je pense qu'il y a un mot assez semblable en Europe, mais qui est une petite nuance. Aluminerie, question de ressources naturelles ici. Mairesse me paraît assez stimulant ici, avec la phrase que je pourrais utiliser en exemple. Je sais que Anne Hidalgo, le maire de Paris, a déjà eu la chance de rencontrer Valérie Plante, la mairesse de Montréal. Donc là, ici, on est sur la féminisation des termes, des rôles, des métiers. Foresterie, donc pour bois et papier. Crabier, le pêcheur de crabes. Motoneigiste, on voit un peu la mécanique. Les Québécois sont également connus pour la création néologique. Les termes du 21e siècle viennent assez régulièrement du Québec. Alors, courriel que vous connaissez de plus en plus, j'ai l'impression, mais qui vient du Québec, qui est arrivé au Québec dans les années 90. Et là, j'ai quelques autres cas, donc téléversé, qui permettait d'apporter la nuance de upload. Le mot clic sur Twitter plutôt que hashtag. Et là, c'est presque une exclusivité internationale, mais depuis 2 semaines, donc, ce sont des étudiants qui sont à peu près de niveau 3e, seconde, qui ont proposé ces deux nouveaux mots qui ont été adoptés par l'Office québécois de la langue française et le grand dictionnaire terminologique. Donc, clicophobie. Vous êtes devant un lien, vous craignez de voir ce qui apparaîtra en cliquant, ou le sociomuselage, qui est une proposition pour parler du deplatforming, un phénomène des médias sociaux. Ensuite, les amérindianismes, forcément, très typique. Donc, Atoka pour canneberge. Mais ici, donc, il y a tout un jeu de registre et de contexte, c'est-à-dire que si vous êtes dans un bar au Québec, on pourra commander une vodka canneberge, alors que ce serait peut-être plutôt vodka cranberry en Europe, mais ce sera jamais vodka Atoka. Bon, voilà, donc l'Atoka est plutôt rattaché à des éléments plutôt traditionnels, culinaires. Chikouté, qui est un mot que les Finlandais connaissent, l'aka. Voilà, mais oui, c'est ça. Donc, la chikouté est une réalité précisément sur la côte nord du Québec, donc disons à 8-10 heures de Montréal. Et là, vous avez une tirée de l'album photo personnel.
Jean-Philippe Payette se dirigeant vers le temple de la Chicoutée, donc la Katalo, j'imagine, en finnois, donc petit musée de la Chicoutée au nord du Québec. Voilà, donc on voit tous ces éléments-là, et là forcément, si on regroupe mes propositions, donc ce serait ce genre de choses qui me permettrait de dire je suis devant un courriel québécois. Ouais. Et ben justement, pour le public qui est parmi nous, peut-être que vous connaissez certains de ces mots ou expressions québécoises. Mais bon, on va faire un petit test, prélèvement, pour voir si vous savez. Alors, la tuque, d'abord, pour la première question. Donc, est-ce que vous savez ce que signifie la tuque? Est-ce que c'est un gâteau? Est-ce que c'est un bonnet ou encore la bicyclette? Donc pareil, vous avez quelques secondes pour répondre et donc vous inquiétez pas, encore une fois, c'est anonyme, donc n'hésitez pas à répondre, à même répondre n'importe quoi. Eh oui. Ah, mais c'est qu'il y a des Québécois sensibles, des parlants québécois. Québécophiles, c'est la tuque. Eh oui. Le bonnet. Je suis incapable de dire bonnet. J'y arriverai pas, tout simplement. La deuxième expression, alors on a une expression ici, passer la nuit sur la corde à linge. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Est-ce que ça signifie mal dormir, dormir dehors ou encore passer la nuit à danser? On a définitivement des québécophiles dans l'assistance. Il y a une tendance, tout à fait. Et donc, oui, vas-y, Anne-Laure, je t'en prie. Non, parce que quand moi, j'ai lu cette expression, j'aurais jamais imaginé que ça voulait dire mal dormir. Donc. La soirée ou la nuit peut avoir été particulièrement intense aussi. Il y a peut-être un sous-entendu. Et ensuite, pelleter des nuages. Ouais. Alors, est-ce que c'est évacuer la neige, faire des projets sans rapport avec la réalité ou prendre l'avion? Voilà, tout à fait. Donc, faire des projets sans rapport avec la réalité. Si vous êtes très ambitieux, si vous avez envie de réaliser un rêve à très grand déploiement, quelqu'un qui vous dira que vous n'êtes qu'un pelleteur de nuages essaiera de tuer j'ai l'impression, votre projet dans l'œuf. Voilà, par irréalisme. Arrête de pelleter des nuages. Tout ça est absolument pas concret. C'est du délire. Okay. Voilà. Et pourtant, voilà, malgré tous ces traits caractéristiques, enfin voilà, que tu soulignais et qui fait aussi un peu communauté, on peut pas non plus dire qu'il y aurait le parler du Québec, pas plus d'ailleurs que il y aurait le parler jeune. Enfin, c'est une question récurrente, ça, par exemple, notamment des profs de français, de s'interroger sur le parler jeune. Dans la réalité, on sait bien que ça n'existe pas le parler jeune. Parce que bien sûr, il y a des codes que partage une génération par rapport à une autre, mais à l'intérieur même de cette génération, ben, finalement, il y a des différenciations, comme on l'a vu tout à l'heure, même dans l'esquive, des différenciations sociales aussi. Et par conséquent, c'est intéressant parce que c'est vrai que vu de France, on a toujours l'impression, ou on parle, en tout cas, on a tendance à parler de ce qui serait le parler québécois, mais qui finalement n'existe pas, non? Il y a des distinctions selon les régions. Je suis en mesure, entendant l'oreille, de reconnaître un accent de la région de Québec, un accent du lac, un accent du Saguenay, l'accent de Montréal. Donc il y a déjà, c'est parfois des nuances assez fines, mais ces notions-là existent. Et effectivement, on peut aussi distinguer selon le niveau d'éducation, selon la génération. Donc les variables sont toujours les mêmes
Donc, que ce soit une variation d'une langue ou sur un modèle plus centralisé, on va dire. Et en fait, ça nous mène à disons, cet événement. Ça avait créé débat, ça avait fait débat au Québec à l'époque. On va regarder donc une vidéo, c'est Sophia Aram, sur France Inter. Je pense que c'était lors du jour de la francophonie. Donc, on est à l'Académie française. Et donc Sophia Aram qui fait son billet, alors qui est une humoriste souvent assez efficace, avec un regard acéré sur l'actualité. Et donc elle se trouve à l'Académie française, dans le contexte de l'émission du matin de France Inter. Vous reconnaissez quelques visages. On a Dany Laferrière, Éric Orsena, et j'ai bêtement oublié le nom de l'animateur principal, mais toutes ces choses-là arrivent. Et Sophia Aram donc propose un billet. Et je vous propose donc d'en écouter la suite et ensuite je commenterai avec un arrêt sur image. De l'Académie française, on ne tordra jamais le cou. Avec ces voix surgies du passé et de l'Académie française où nous trouvons ce matin. Sophia Aram, c'est à vous, vous nous emmenez au Québec? Eh oui, bonjour à toutes. Je me présente, je suis Marie-Françoise Lévesque, professeure de langue française à l'Université de Montréal. Québec, Canada, Amérique du Nord. Ce qui fait que je suis là, c'est à cause que je trouve ça bien beau, là, cette célébration de la 20e édition de la Semaine de la langue française et de la francophonie, mais sans vouloir donner l'impression de gâcher la fête, là, en général, quand une affaire a sa journée ou sa semaine, c'est que ça sent le roussi. La journée de la gentillesse, la journée internationale du droit des femmes, la semaine de la courtoisie au volant, la journée sans tabac, ça goûte le désespoir. Ce serait... Oui, alors... tu veux commenter? Ben oui, rapidement. Donc, ce qu'on a entendu... Alors, je me souviens de réactions donc chez les gens chez qui ce genre de questions fait objet de discussion entre nous. Donc, ça avait... disons plutôt choqué au Québec du fait. Alors, je pense qu'en termes de contenu, le texte de Sophia Aram était parfois assez pertinent, assez habile. Sur l'imitation de l'accent québécois, on pourrait donner un 7 sur 10, mais le problème, c'est qu'il y a un décalage. Et on est donc, alors je sais pas si tout le monde a bien entendu, elle se présente donc comme, je pense, Marie-France Lévesque, professeur d'université, professeur de littérature à l'Université de Montréal. Et pourtant, elle a un accent qui correspond pas du tout au statut, à l'éducation, au niveau d'éducation. Et alors moi, j'ai passé quelques années dans ce département-là. J'aurais dû, en guillemets, la croiser. C'est pas du tout un français québécois tel qu'on l'entend à cet étage-là du pavillon à l'université. Cette image que j'ai fait une capture d'écran qui est peut-être un peu malveillante et taquine, mais je pense qu'elle permet un peu de réfléchir à la situation. Nous sommes à l'Académie française. Vous avez Éric Orsena qui a écrit La grammaire est une chanson douce et qui semble là trouver que le français du Québec est une chanson grivoise. Donc ça semble bien rigolo. Mais vous avez à côté Dany Laferrière, qui est maintenant donc désormais membre de l'Académie française, donc d'origine haïtienne, mais installée au Québec depuis très longtemps. Et notez quand même le contraste entre les regards. Donc il y a clairement Dany Laferrière qui est plutôt, je dirais, perplexe. Sa relation donc aux variations du français est bien différente que celle visiblement d'Éric Orsena. Et je pense que voilà, cet extrait met en lumière cette dynamique, c'est-à-dire qu'on est devant une imitation du français du Québec, disons populaire. Il y a quand même quelques mots qu'on n'a pas entendus parce qu'on n'avait qu'un extrait, mais assez vulgaire, pas du tout adapté au contexte. Donc, on entend les sons du français du Québec, c'est plutôt réussi, mais il y a vraiment un décalage sur le niveau d'éducation et ce qu'on devrait entendre de la bouche d'une universitaire. Moi, je me souviens d'une discussion d'1 heure avec donc c'était François Ricard, spécialiste de Milan Kundera, sur France Culture, parlant dans ce qu'on pourrait appeler presque un français québécois standard. On était sur France Culture et ça aurait été normalement peut-être le français qu'on aurait dû entendre de la bouche de Marie-France Lévesque. Ouais. Donc c'est ce décalage-là qui était, je pense, déstabilisant et maladroit. Et ça nous ramène, je pense, à cette
conception. Alors là, ce que j'ai ici, c'est un tweet que j'ai trouvé il y a quelques jours à peine. J'ai senti que ça pouvait servir aujourd'hui. Donc, ça se passe dans une salle de classe. Donc, je n'ai pas du tout le contexte. Sinon, ce que je vous présente, ça m'a ramené moi-même à ma situation de Québécois dans un cours de littérature en Europe. Il m'est arrivé d'entendre donc des élèves me demander alors comment vous dites déjà voiture? Ils me posent la question parce qu'ils savent que le mot que je vais sortir de ma bouche, il a une sonorité absolument exotique. Ils ont envie d'entendre ça. Et le mot qu'ils veulent entendre, en fait, c'est char. Alors, et là, je leur dis, mais attendez, moi, quand je veux dire voiture, je dis voiture. Au Québec, voiture, c'est voiture. Indéniablement. Par contre, bagnole et char, là, on arrive peut-être à faire une comparaison. Si je veux dire bagnole, alors moi, je dirais probablement pas bagnole, je veux dire char. Et déjà, on est sur des registres différents. Ça devient donc des éléments de langue qui sont utilisés dans différents contextes. C'est super important. Et la fin de ce tweet est assez, ou ce gazouillis, même, on pourrait dire au Québec, est assez significative. Elle va un peu dans le même sens. Donc, cette tweeteuse dit au Québec, le soir, on ne conduit pas dans la nuit, on chauffe dans la noirceur. Et moi, j'ai envie de répondre, c'est pas tout à fait ça. Dans certains contextes, un Québécois, ça conduit tout à fait dans la nuit. Et dans d'autres contextes, entre amis, de manière décontractée, mais oui, on peut également chauffer dans la noirceur. Effectivement. Donc, ça nous montre simplement le jeu et la dilatation possible d'une même langue selon les contextes. Oui, c'est ça, c'est que cette variété de parler, finalement, qu'on peut observer dans le français de France, comme on en donnait des exemples, elle s'observe aussi, bien sûr, dans toutes les variations régionales, nationales, etc. de français. Et finalement, peut-être on peut aussi bien avoir une attitude d'opposition entre ces parlers en disant ça c'est la forme correcte et ça c'est la forme qui n'est pas correcte, mais on peut aussi être attentif ou sensible, je dirais, à ces variations en prêtant du coup, c'est un peu ce que tu disais au début, cette oreille bienveillante à l'idée de se comprendre et aussi du coup, ce que n'a pas fait du coup Sophia Aram d'une certaine manière, de s'entendre aussi dans ces variations, c'est-à-dire de voir que finalement l'autre a autant de nuances que soi-même. Hein. Et cet aspect-là de la question de l'écoute et du rapport à l'autre, qui est finalement un rapport anthropologique à la langue assez essentiel et identitaire, ça amène peut-être au troisième point de notre discussion, c'est-à-dire que finalement, ce rapport parfois, comment dire, intime et extrêmement érectile presque à la langue et aux attentes qu'on porte à la langue, ou qu'on peut porter à la langue, ou finalement cette capacité ou cette incapacité à écouter l'autre dans ses variations, ça ramène à la question de la représentation de l'identité. C'est-à-dire que si on pense l'identité comme exprimée par une culture, elle-même exprimée par une langue, qu'il s'agit de protéger des invasions barbares, pour reprendre un titre d'un film québécois très connu. Donc, si on pense l'identité comme forteresse qui peut être attaquée par autrui, et donc l'identité comme et la langue du coup, la langue identité comme ne pouvant pas accueillir ces multiples variations, alors forcément on rentre dans des rapports de conflit et dans l'idée de ces parlers comme des parlers ennemis. Mais à l'inverse, je voudrais mettre en avant une notion qui a été forgée par Alexis Nous et François Laplantine, donc l'un qui est linguiste et l'autre anthropologue. Je pensais que Alexis Nous était québécois, mais manifestement non. En tout cas, il a travaillé à Montréal et ils ont forgé ensemble cette idée du métissage. Et le métissage, c'est pas forcément l'idée qu'on a, je sais pas, un papa noir et une maman blanche ou quoi que ce soit de ce type. Mais le métissage identitaire, ça revient à cette idée plutôt que, au lieu de concevoir l'identité comme quelque chose de fixe, on doit être amené, ou on peut être amené à la concevoir comme quelque chose de fluide,
pour reprendre de liquide, hein, pour reprendre la métaphore du début, et de quelque chose qui est en transformation continue. C'est-à-dire, d'une certaine manière, je peux me définir, moi, comme française femme, dans mon identité forteresse, mais si je peux me définir comme je, en train de te parler et de vivre cette expérience de ce premier live en ligne, et du coup, transformer en même temps par à la fois ce flux d'échanges et ce flux d'expérience. Et finalement, cette expérience du flux, d'une identité fluide, etc., n'est plus du tout rétive à l'idée d'accueillir finalement des mouvements extérieurs, des nouveaux accents ou des nouvelles variations ou des néologismes dans la langue, avec cette idée que justement, peut-être qu'on peut adapter, à tel moment on va parler de telle manière, etc., mais que tout ça reste, toute cette structuration langagière reste dans cette dynamique totalement fluide, en fait. C'est aussi ce que Glissant appelait la créolisation, c'est-à-dire cette idée d'une identité ouverte et en permanence alimentée par le dehors, très très loin, voilà, de ces débats sur faut-il ou pas changer l'orthographe, et à quel point, avec toutes les crispations que ça peut entraîner dans le cadre français, quoi. Et du coup, oui, pardon, Anna, ce que tu dis me fait penser à cette citation donc du dramaturge allemand Otto Strauss qui dit le vivant ne trouve jamais sa forme. Et en fait, ce que tu décris pour moi, c'est donc cette invitation à la vie en réalité, de se dire, mais voilà, soyons vivants. Il ne faut pas que les choses trouvent leur forme. Le vivant ne trouve jamais sa forme. Oui, c'est ça. Et du coup, bien sûr, dans le contexte de la langue, ça signifie que voilà, qu'il n'y a pas d'une certaine manière d'impureté de la langue, par exemple, mais que on est pris dans ce processus de transformation continue en fait de la langue, qui est toujours en mutation. Et ça, c'est vrai de manière diachronique, c'est vrai bien sûr à l'intérieur d'un espace social, mais je trouve que c'est encore plus vrai, enfin c'est exacerbé pour moi par le fait que, par les bilinguismes, par les régions bilingues, et par le fait que du coup, dans les régions bilingues, les langues se côtoient, rentrent en dialogue et se transforment aussi l'une l'autre de manière assez forte. Et j'ai cette idée, en tout cas en tant que devenant de France, que justement le Canada a cette chance d'être aussi un pays bilingue, comme la Finlande d'ailleurs, avec du coup cette possibilité de la langue de s'enrichir directement de ce processus de contact entre les langues. Oui, alors c'est vrai, donc venant du Québec, forcément, ces notions sur le bilinguisme canadien sont des réalités que je connais, en tout cas de mon point de vue québécois. Ce que tu décris se manifeste dans certains contextes, indéniablement. Je ne sais pas si le partage entre le français et l'anglais dans le métissage donc présenté, je ne sais pas si c'est fait de manière aussi équitable qu'on le voudrait. L'occasion peut-être de souligner avec ces statistiques assez récentes, le taux de bilinguisme au Canada est peut-être pas si harmonisé que ça en réalité. Alors, il m'arrive de côtoyer des gens qui ont cette idée que ce pays, ce très grand pays, serait vraiment bilingue d'un océan à l'autre, et même maintenant, je dirais d'un océan à l'autre, à l'autre, à l'autre. Alors, on voit bien ici les statistiques que le bilinguisme est clairement tiré vers le haut par deux provinces, donc le Québec, qui est une province officiellement donc de langue officielle française, et sa voisine, le Nouveau-Brunswick, qui est la seule province qui est donc officiellement bilingue. Le fédéral, donc l'État, le Canada, là, qui est une espèce de grand chapiteau, lui est également bilingue, mais donc il y a sur le plan des langues officielles, il y a des distinctions à faire de province en province. Et on voit bien ici que donc le Canada en entier serait bilingue à peu près 18%. Ça m'apparaît pas si haut que ça. 44,9% au Québec, 34% au Nouveau-Brunswick, et ça devient assez intéressant lorsque le Québec est retiré de ces calculs, et on arrive à un Canada hors Québec qui est bilingue à 9,9%. Voilà. Donc, est-ce que l'expérience du bilinguisme est clairement vécue dans certains contextes? Montréal est une ville internationale avec une présence francophone indéniable. C'est une ville francophone, mais avec une minorité anglophone très dynamique.
Donc forcément, il y a une forme de bilinguisme qui se manifeste donc sur cette île-là, sur l'île de Montréal, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et partout ailleurs. Il y a effectivement des poches, des phénomènes, et ça transparaît notamment dans la création. Il ne faut pas oublier que cette rencontre, ce métissage, ça devient aussi un outil, une arme poétique. Ça devient la possibilité de créer une langue d'expression inédite, très personnel, mais qui est le fruit donc de du contact des peaux, j'ai envie de dire, donc du contact des autres langues, et donc ici évidemment français et anglais, mais tant d'autres, faut pas oublier toutes ces langues qui nous entourent. Et ça fait effectivement des musiques, des raps. Je pense à Dead Obies, à Radio Radio, qui ont clairement créé une langue où français et anglais se flirtent, se frottent, se heurtent. Mais c'est un outil poétique. Hein. Ces rappeurs-là, lorsqu'on discute ensemble, reviendront à un français standard. C'est ce qu'il fallait parfois préciser à l'époque où des oreilles un peu choquées découvraient donc ces raps qui semblaient annoncer l'assimilation rapide d'une nation entière. Bon, tout ça est nettement plus nuancé. On a je pense des exemples en théâtre et en musique qui suivent là tranquillement et qui montrent toute la richesse effectivement de ce contact. Oui, c'est vrai. Alors effectivement, c'est un peu le dernier temps de notre discussion, et c'est vrai que c'est important, je pense, d'insister sur la créativité que permet justement le contact entre les langues. Alors, je vais faire un petit détour avant de revenir justement à la littérature canadienne et puis ensuite vers la musique, juste pour illustrer le fait que finalement quand on pense à la littérature francophone, on pense souvent à la littérature des pays de la francophonie, ou enfin en Canada, au Québec pardon, à la Belgique, à la Suisse, à toute l'Afrique francophone, etc. Mais on pense plus rarement aux écrivains translingues, c'est-à-dire qui viennent eux-mêmes d'autres langues et qui ont pu écrire certains de leurs textes en français. Et je voulais citer cette petite phrase de Peter Handke qu'il place dans la bouche d'un personnage féminin dans un de ses pièces monologues, jusqu'à ce que le jour vous sépare. Et donc il écrit ceci, enfin le personnage dit ceci: et je parle et je joue dans ma propre langue, mister. La langue de mon enfance et la langue de mes sens. Et ce qui est intéressant, c'est que cette pièce qui est écrite en français par Peter Handke, donc écrivain autrichien, elle est écrite en français pas par hasard, elle est écrite en français parce que il la dédie à sa femme, qui est française, Sophie Sermin, donc qui est actrice et qui est vouée à jouer ce monologue, donc à prononcer justement dans la langue qui est à la fois la langue de son enfance et la langue de ses sens, cette parole poétique qui, dans le cas de Handke, est en réalité une réécriture de la dernière bande de Beckett. Et d'une certaine manière, on peut dire que cet écrivain autrichien peut créer en français ce texte-là, uniquement en français, parce que justement le français est la langue à la fois de l'intimité, la langue des sens, et à la fois la langue de l'influence littéraire directe qui est celle de Beckett. Donc finalement, ce contact des langues, donc pour lequel on va revenir sur le cas du Canada, mais est toujours une source de créativité pour les écrivains. Ça ouvre des territoires ou ça ouvre des textes, l'écriture de certains textes vraiment particuliers qu'ils n'auraient pas écrits dans leur langue d'enfance, justement, qui auraient peut-être pas ouvert ces possibilités-là. Et donc pour revenir à la littérature canadienne, je voulais donc j'ai choisi ce petit texte, ce début d'un monologue écrit par Mark Prescott. Donc voilà, je sais pas si vous voyez le livre. Donc Mark Prescott, qui est un auteur de théâtre franco-manitobain et qui donc du Manitoba. Et qui porte vraiment dans ce texte-là le plurilinguisme franco-anglais à sa limite. C'est-à-dire que là, contrairement à l'exemple de Handke que je citais tout à l'heure, là, on voit vraiment que les deux langues sont totalement mixées. Donc, je vais le lire et puis je te laisserai commenter peut-être après. Donc, my nom is Robert Brûlé, c'est is Robert, baptême Robert, surnom Bob, baptistère, baptême, my, Bob Burns. Non, je suis pas Bob Burns, c'est Bob Burns, Baby Burns. C'est Robert Brûlé, baptême, my, non,
c'est mon histoire, and mine too, mais plus as much mine la mienne as yours que la tienne than mine. Ouais. Déjà, le rythme. Alors là, clairement, c'est une forme de schizophrénie, c'est ça. On a un personnage qui s'appelle Bob Burns et Robert Brulé, et on voit cette collision couler dans un monologue, et qui dit certainement quelque chose de la condition franco-manitobaine également, absolument. Voilà. Donc pour terminer, avant qu'on passe à d'autres formes de créativité qui seraient plutôt du côté des sonorités, enfin de la musique et du cinéma, je voulais vous poser cette petite question. Est-ce que vous savez qui parmi ces auteurs, les auteurs de cette liste, ont écrit tout ou partie de leur œuvre en français? Donc Luba Jürgenson, Akira Mizubehashi, Vladimir Nabokov, Gao Xingzhang, Fernando Pessoa et Anne Weber. Donc, vous pouvez répondre, il y a plusieurs réponses possibles. Qui parmi ces auteurs ont écrit ou bien quelques textes, ou bien une partie de leurs textes, ou bien la totalité de leur œuvre en français, en n'étant pas eux-mêmes, comme vous pouvez le voir par leur nom, nécessairement de langue française maternelle. Voilà, encore quelques petites secondes pour répondre. Et les résultats. Alors, en fait, la réponse est tous. Tous ces écrivains ont en commun d'avoir écrit au moins un texte en français. Voilà. Et effectivement, c'est pas très intuitif parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas cette perception, la littérature francophone aussi, dans ces variations internes aussi de ces écrivains finalement qui sont translingues et qui sont soit plurilingues, c'est-à-dire qui ont une œuvre plurielle, soit qui ont carrément changé de langue et qui n'ont jamais quitté, quoi. Voilà. Et surtout, donc on voulait terminer sur cette dimension de la créativité inhérente à la langue, sur le fait que donc cette créativité, ce bilinguisme, ce plurilinguisme nourrit aussi l'imaginaire. Et je trouve que quand on est face à un document qu'on entend, peut-être que ça s'est un peu perçu quand j'ai lu le petit texte de théâtre, on est face à une nouvelle dimension qui est pas seulement la possibilité d'écrire des nouveaux objets, mais aussi de faire entendre un son différent et du coup de faire entendre aussi une rythmique différente, etc. Avec, dans le cas des auteurs bilingues, aussi la possibilité de passer de l'anglais au français selon ce qui sonne finalement le mieux. Et oui, je pense que la suite, ce serait donc Marie-Jo Thériault, sauf erreur de ma part. Ouais. Oui, tout à fait. Donc Marie-Jo Thériault, donc chanteuse acadienne, donc du Nouveau-Brunswick. Donc l'Acadie est un concept beaucoup plus complexe. Ce sont toutes sortes d'archipels terrestres de poches francophones à travers l'Amérique du Nord, spécialement, donc notamment au Nouveau-Brunswick, dont on parlait plus tôt. Donc on a donc Marie-Jo Thériault ici qui nous présentera à Moncton. Donc là, je pense que l'élément là qui vraiment est au service de notre conversation, c'est que cette chanson, on est vraiment dans une chanson assez classique, chanson d'expression française, mais en chiac, donc une de ces variations ici de l'Est du Canada, donc rencontre de français au pluriel, de la langue anglaise, des réalités maritimes et des mouvements parfois très brusques de la réalité acadienne qui ont créé cette langue-là que vous pourrez donc entendre, mais également lire. Cette vidéo propose également des sous-titres en chiac. Donc je lance. Oh pardon. Excusez-moi, je le remets au début. Gisèle, je te collais rien que de même, à cause c'est boring un soir, et que rien qui va en.
a mountain. C'est weird pareil pour un samedi soir. A mountain. Je disais, je te collais rien que demain. I hope je te bother pas. I guess que je faisais rien. J'avais des histoires à te conter. J'ai coaxé Mike at least 3 fois pour qu'il vienne watcher un movie avec moi. But il veut rien savoir. C'est que le high school pouvait rien que finir. Ouais, on serait ben à Poly Beach au soleil. Gisèle, qu'est-ce que toi tu fais cet été? I guess que t'as déjà trouvé une job full-time, un boyfriend pour t'embrasser. Gisèle, moi je file ma stock ici. On dirait que je peux plus bouger. Mais que l'automne c'est là. Ouais, je suis déjà long gone. Mais ce soir, je te colle rien que demain. À cause c'est boring. Puis qu'il n'y a rien qui va en. A mountain. C'est weird pareil pour un samedi soir. A mountain. Parce que je donne à penser aux années qui sont blancs. Oui, je sais pas trop, je sais que je vais fitter dans la vie. Watch mon back quand j'aurais pris la go. Bastonner dans des pensées. Mountain, mountain. Elle a vraiment fait plusieurs très bons disques. Je recommanderais La Maline, notamment paru chez Audiogramme. Il y a plus récemment un album éponyme où elle reprend encore une fois cette chanson-là avec des arrangements, disons, plus minimalistes, chaleureux, vraiment que le piano et sa voix. C'est peut-être une découverte pour des gens qui sont avec nous. Je pense que c'était une découverte pour toi d'ailleurs. Oui, ça l'est. Tout à fait. Et c'est vrai que on voulait terminer aussi, sur faire un pont entre la musique et le cinéma, parce que c'est vrai que il y a la plupart des spectateurs français que je connais des films de Xavier Dolan ont cette difficulté aussi dont on parlait tout à l'heure à comprendre en fait ce qui se passe. Et en même temps, la plupart du temps, c'est pas très grave de ne pas comprendre parce que il y a une telle musicalité à la fois dans la manière dont les répliques s'enchaînent ou dans la manière dont les répliques se font dans l'image, le travail sur l'image, etc., que d'une certaine manière, on accepte de ne pas comprendre, mais en même temps, c'est une expérience assez étrange de ne pas comprendre complètement quand on est censé regarder un film dans sa propre langue. Mais justement, je trouve qu'il pousse le travail sur la langue jusqu'à un point assez puissant, en fait, d'en faire une langue à lui ou à ses personnages ou à son univers qui devient une langue presque autonome, je dirais, de créateur. Oui, moi, je me réjouis de sentir, alors que ce soit le Québec, alors évidemment pour moi, c'est une expérience différente du fait que l'exotisme ressenti par les
cinéphiles hors Québec, c'est pas quelque chose que je perçois nécessairement, mais le fait que nous ayons en français, alors on a parlé beaucoup du Québec pour des raisons évidentes, je suis né à Montréal, mais je pensais à de la musique, il y a un groupe que j'aime beaucoup qui vient de Congo-Brazzaville, Cococo, par exemple. Donc, ou certains films, ou me dire qu'on est dans une langue, en fait, qui nous fait vivre ces moments déstabilisants. Je trouve ça profondément sain. Et je pense que c'est signe, en fait, que cette langue-là, elle est finalement bien vivante. J'ai toujours un peu appréhendé cette idée d'un français qui serait très unitaire, où on réussirait à tout comprendre sans sous-titres, en tout contexte, avec, je sais pas, avec cette idée un peu idéalisée là d'une langue tout en haut de nous, avec de la neige éternelle sur ses accents circonflexes. Xavier Dolan nous envoie complètement ailleurs, et c'est vrai. Alors moi, j'ai vu un de ses films plus récents au cinéma ici en Finlande, et j'étais avec une Finlandaise très très francophile, et j'ai pu me mettre un peu dans sa position, et là j'ai bien senti le défi. C'est vrai quand même que ça claque, il y a du rythme, le vocabulaire étonne, et il y a beaucoup, disons, d'un effet de nouveauté. Donc Mommy, alors je pense que c'est un cas qui est particulièrement intéressant dans la démarche de Xavier Dolan, c'est qu'en fait techniquement ce film est supposé se dérouler dans un futur proche, ce qui permettait de justifier certaines choses dans le film, notamment j'ai l'impression une sorte de Québécois qui n'existe pas tout à fait, mais qui est vraiment exacerbé. Donc, où on voit peut-être plus ce contact avec l'anglais, mais aussi la possibilité de formuler des phrases avec un rythme absolument formidable. Je peux peut-être donner un exemple rapidement qu'on entendra, mais donc si t'es pas contente, prends tes clics puis tes claques, puis sayonara magedai. Vous entendez? J'ai bien l'impression que plusieurs personnes n'ont pas très bien compris ce que je viens de dire. Par contre, vous avez certainement ressenti une forme de musicalité. Et c'est là, cette construction du rythme qui est clairement, effectivement, manifeste chez Xavier Dolan. Et on a donc la bande-annonce avec sous-titres. On y va. Écoutez, Diane, la pire chose qu'on puisse faire à un enfant malade, c'est se croire ou le croire invincible. L'amour a rien à voir là-dedans. Les sceptiques seront confondus. Je vais te rendre lignée solide, moi, tu vas voir. On va te faire l'école à la maison, tant que tu repognes le beat d'école normale. Hey, là, ça fait 24 heures que t'es revenu, que le mec s'est pogné en grandeur. Va falloir que tu te ramasses, OK? Vas-tu me tenir la gueule que je pisse aussi? Assieds-toi là, ferme ta gueule. Bonjour, Diane. Ça va. Si t'as ton gars temps plein, tu peux plus te pointer, ramasse tes clics pis tes claques, pis sayonara magadaï. Regarde-moi, là. On a peut-être un team, nous deux. Prendre soin de toi, protéger. En l'air fine, la nouvelle voisine. C'est une maîtresse d'école, c'est la sabbatique. Penses-tu que tu pourrais me rendre un petit service? Hello. Merci, Kyla. Ça a l'air de rien de même, mais on est après repogner le beat, pas à peu près. Fait qu'on va se croiser les doigts pour que ça dure. Steve, c'est un violent. C'est mon petit gars, il a bien du charisme, mais quand il pète une fuse, t'en de là, ben ça jouera. Je sais qu'à un moment donné, ça va chier dans le moteur big fucking time. C'est juste une question de temps. Bonne chance, madame. Depuis moi, on s'aime encore, hein? Mon Dieu, c'est ça qu'on fait mieux, mon homme. Et c'est vrai que je m'en étais pas aperçue, mais en regardant, je me rends compte que les sous-titres sont en fait une traduction en même temps. C'est pas du tout des sous-titres littéraux. C'est une traduction en français presque correcte. Hein. Oui, j'ai l'impression. En fait, c'est une bande-annonce qui est destinée à un public français. Et voilà. Alors, je pense que ce que je constate, moi, au fil du temps, c'est que les nouvelles générations, les plus jeunes, grâce notamment à des sites comme YouTube, ont accès
aux variétés de français, je pense, de manière nettement plus rapide, précoce dans leur vie. Et j'ai l'impression que ces écarts-là qu'on perçoit deviennent de moins en moins, en fait, matière à commentaires, à réflexion. Alors bien sûr, comme d'habitude, mais j'ai l'impression que la rapidité des communications, l'accès aux flux très très variés, aux musiques, aux sons, aux films, est peut-être en train de favoriser une oreille beaucoup plus attentive et souple à ces manifestations des variations du français, ce que je trouve plutôt encourageant. Ben super, on conclut en musique alors? Oui, absolument. Alors là, peut-être une façon effectivement de réunir. Alors il y a entre le Québec et la France un océan, mais ici il y a je pense une idée assez habile. Renaud, chanteur français bien connu, il y a de ça plusieurs années, avait donc une de ses chansons Laisse béton, qui pour moi est voilà. Lorsque tu décrivais certains chocs ou certaines surprises du français québécois, quand j'écoute, moi, Laisse béton de Renaud, je me retrouve devant une langue argotique assez opaque. Je comprends pas tout à fait la portée de chacun des mots. Je sais que ça a un peu vieilli, mais donc il y a cette idée donc de termes très très locaux, très très marqués socialement. Alors, évidemment, les mots sont des signaux et des signes, comme on l'a dit. Et Keith Kuna, donc, qui est chanteur notamment du groupe québécois Les Ghouls, ce qui est assez programmatique, ça dit quelque chose de la couleur qui nous attend, a décidé, et je pense que c'était dans la foulée d'une tournée européenne, de créer la version québécoise de cette chanson, donc d'y aller à la québécoise, et donc avec la même, je pense, le même degré d'intensité, mais d'opacité, mais inversée. Et lorsque tu évoquais ces possibilités rythmiques, ces potentialités que font apparaître parfois la rencontre des langues ou simplement les potentiels d'une variété, d'une variation d'une langue, ici je trouve ça assez intéressant. Du fait que donc Renaud, Laisse béton est une chanson voilà assez je sais pas, assez douce, guitare acoustique, un peu galopante. La version québécoise, et je pense que les sonorités du français québécois invitent donc, l'idée suivante, en fait, c'est très guitare électrique, c'est vraiment très, très gras, et je pense, et très rock. Et je pense que le français québécois, parfois, par certaines de ses sonorités, donc, invite justement une forme de rudesse, j'ai l'impression. Et au-delà des clichés, je pense que vous voyez bien qu'il y a quelques mots ici qui par leur rythme, par leur son, invitent à quelque chose d'un peu plus tranchant, coupant que la galopette de la petite glissette guitare de Renaud. Alors, voilà, le français du Québec ici permet d'y aller avec la distorsion à fond. On va donc écouter Oublie ça de Keith Kuna. Voilà, on va écouter le début et en fait pour ce début vous avez une transcription à côté et puis comme je vois qu'on a pris un peu de retard, on prendra les questions juste après. Ça filme là. J'avais la tête puis j'étais relax. À côté sur la machine, v'là tu pas qui rentre un grand slack. Les deux yeux dans graisse de mine, ils se tordent une bière, ils viennent me voir en me regardant jusqu'à terre. Ouais, mais t'as des bottines, mon gars, je les aime comme ça. Je suis sûr que c'est des Kodiak, dans ici de mon tabarnak. Va te montrer, on va se faire du fun. J'ai une chaîne à bicycle qui cogne. Je te pique tes bottines, tes cobras. Moi j't'ai dit, hey, mes bottines, là. Oublie ça. Il m'a crissé un point, j'y ai crissé une plaque. Il m'a crissé un autre point, ben j'lui ai donné mes Kodiak. Voilà, notre mot de la fin. Donc, j'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat. Est-ce que, du coup, Sophie, tu peux faire une petite synthèse ou relayer les questions que tu as vues? Alors, bonsoir. Alors, tout d'abord, merci Anne-Laure et Jean-Philippe pour cette présentation très enrichissante. Alors, je n'ai pas vu de questions.
N'hésitez pas à poser des questions, il n'est pas encore trop tard. J'ai une remarque d'une participante qui me dit Étienne Châtillier a aussi pas mal utilisé la langue comme marqueur social. Je pense notamment au film La vie est un long fleuve tranquille, où tout semble opposer les Quesnois et la famille Groseille. Oui, c'est sûr. En fait, on pourrait trouver beaucoup d'exemples parce qu'en effet, la langue a cette puissance-là, en fait. On pense toujours que la voiture est le signal social maximal, ou la Rolex, ou je sais pas. Mais en réalité, la langue a ce pouvoir immédiat d'identifier un groupe ou à une classe. Ouais. Voilà, après, il y a une autre remarque. L'imitation vue tout à l'heure me fait penser à la série L'Académie. Alors, c'est une série québécoise, il me semble. Jean-Philippe, c'est pour toi. En fait, j'ai pas très bien entendu et malheureusement la référence à l'académie, moi je la connais pas, donc j'arriverai pas à comparer. Mais bon, je pense qu'effectivement la présence d'imitation c'est un exemple, mais il y en a effectivement beaucoup. Alors, je pense que parfois ça vaut la peine de réfléchir disons aux incidences de l'imitation. Alors parfois je pense que c'est toujours assez efficace. Je pense que l'imitation fait rire. Hein. Il y a quelque chose d'assez systématique là-dedans. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu facile finalement en bout de piste? Mais j'irai voir l'académie. J'irai voir ce que ça donne. Ça m'intéresse. C'est intéressant, oui, par rapport à ce que tu dis, c'est que je relis ça à la réaction de la spectatrice du film. Est-ce que c'était La femme qui boit? C'était rattaché à La femme qui boit. Et finalement, en fait, le rire qui effectivement on peut avoir quand on est dans une situation d'imitation, c'est aussi parce qu'on a une forme de distance par rapport au contenu. C'est-à-dire qu'on peut pas justement avoir d'empathie. Et donc cette réaction de rire et qui est provoquée par l'imitation pousse à prendre de la distance. Et effectivement, c'est incompatible avec, au contraire, une attitude plus justement d'écoute. Je pense qu'on peut avoir aussi de l'écoute. En réalité, il peut y avoir des variations dans le rire. C'est pas si caricatural, mais l'imitation en tant que parodie, en tout cas, voilà, pousse à cette distance. Je crois. Voilà, c'est tout ce que j'ai. D'accord. Si il n'y a pas d'autres interventions ou réactions. J'ai une question qui vient d'arriver. Que pensez-vous de l'écriture inclusive? Est-ce que vous êtes pour ou contre? La grande question. Est-ce que tu veux répondre? Il faut quand même voir. Tout à l'heure, Jean-Philippe parlait de la mairesse. Et effectivement, souligner le fait qu'on peut dire en français Madame le maire sans problème. On peut dire le maire, Madame Hidalgo, sans que ça pose de problème à personne. Peut-être que dans nos réponses, il y aura une certaine différence aussi liée à finalement un moment de la culture un peu différent, où est-ce qu'on a pris l'habitude de considérer comme normal, ou ce qu'on n'a pas encore pris l'habitude de considérer comme normal. C'est vrai que par exemple, cette espèce il y a eu en France tout un tas de débats sur la féminisation des noms, qui est d'ailleurs toujours pas réglé, et qui est réglé au Québec depuis très très longtemps, je pense pour vous c'est plus du tout une question. Je sais même pas si l'écriture inclusive serait une question de ton point de vue. Je pense que ça demeure une question. Alors moi je dois reconnaître que j'ai pas envie de prendre position immédiatement. Je me donne du temps et je préfère avoir l'humilité de ne pas encore trancher. Je vais voir comment ce débat évolue. Je m'y exerce. J'essaie parfois d'intégrer ce type d'écriture parce que je sens qu'il y a un appel, il y a un désir. Sur un des débats rattachés à la féminisation au Québec que je note là récemment. Alors je sais que en France, en Europe, plutôt en France, en fait, on a tendance à toujours utiliser le terme. En tout cas, on a longtemps utilisé écrivain, que ce soit pour un homme ou une femme. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai noté pendant notre échange. Donc, tu as parlé d'un écrivain qui était donc femme, ce qui est
rare, très très rare au Québec. On aurait facilement parlé d'écrivaines, ça aurait été nettement plus naturel. Mais au Québec, il y a le retour, et je le note en France également, le retour d'autrices. Qui était en français déjà présent il y a fort longtemps, qui s'est un peu qui est pris dans les glaces, j'ai l'impression, pendant plusieurs siècles, et qui semble faire un retour assez fort, parce que là, je vois que ce mot est est complètement en compétition avec ses nuances fines, hein, donc auteur avec un E à la fin, etc. Et moi, c'était d'entendre en fait des autrices revendiquer le mot autrice du fait qu'on entendait clairement que c'était donc des femmes. Et là, quand j'entends ça, moi, j'ai tendance à me dire, ben voilà, ça nomme une réalité qui crie, qui veut se manifester. Je vois vraiment pas pourquoi il faudrait faire obstacle. Ultimement, je pense que bon, c'est l'usage. Hein, vous savez, à l'Académie française, là, je fais un saut dans le temps, mais le premier mot que l'Académie française a accepté de reconnaître à la lumière de la revendication du peuple, c'est le mot fromage. Techniquement, fromage, si on pense aux mots qui sont... Alors, normalement, on aurait dû dire formage, du fait que qu'est-ce que c'est en fait du fromage? C'est donc un produit laitier qui prend une forme, qui se fige, c'est un formage. Mais pour des raisons particulières, il semble que les francophones de France, on va dire comme ça, parce qu'il faut pas perdre de vue que les Français sont également des francophones. Mais il semble qu'en France, à l'époque, il y a eu cette idée, en fait, non, on n'arrive pas à dire formage. Notre réalité, notre façon de former les mots nous mène à dire fromage. Et l'Académie française a dit, ben, OK, pour une fois, là, d'accord. Alors, je pense que le dernier mot reviendra à l'ensemble des francophones, faute de mieux pour l'instant. Il y a des stratégies qui apparaissent. J'ai vu un designer, par exemple, essayer de créer de nouvelles lettres de l'alphabet où on pourrait voir à la fois le féminin et le masculin. J'ai trouvé ça au moins esthétique et audacieux. Je ne sais pas si c'est viable. Ça nous ramène à ma citation de Boto Strauss. Le vivant ne trouve jamais sa forme, et ces questions-là nous montrent qu'on est en présence d'une envie voilà, il y a un cœur battant et il faut donc suivre cette tendance. Ok. Du coup, une autre question. Les régionalismes en France sont nombreux, autant concernant le vocabulaire que les tournures grammaticales. Êtes-vous d'accord pour faire le parallèle avec le français du Québec? Il n'est pas rare qu'en français, on ne se comprenne pas. Oui, oui, tout à fait. C'était un peu l'exemple que je voulais illustrer aussi avec l'exemple de l'esquive. Mais c'est vrai que je me rappelle quand j'ai commencé à enseigner, j'avais une collègue qui venait du Tarn-et-Garonne et qui avait un accent très fort, et puis qui avait aussi dans sa manière de parler des expressions du Tarn-et-Garonne, voilà, et qui est donc arrivée comme moi en région parisienne. Et ses élèves ne la comprenaient absolument pas. Et elle-même ne comprenait absolument pas ses élèves, hein. Parce que effectivement, entre l'accent et puis les différences de formulation, les différences parfois même effectivement qui sont liées aux régions aussi, mais il y avait une incompréhension totale. Et effectivement, oui, tout à fait, ça va tout à fait dans ce sens-là. C'est une des variations multiples. Enfin, pour moi, c'est clairement voilà, c'est effectivement un des aspects qui est au centre aussi de ces questions sur la francophonie. En fait, souvent quand on parle de la francophonie, c'est pour ça qu'on a voulu aussi ouvrir à l'idée de l'accent et puis des parler de manière plus globale, parce qu'en fait, quand on évoque la francophonie, souvent on se restreint aux pays qui font partie de la francophonie, mais on oublie qu'en réalité, la francophonie soulève de manière plus globale la question des variations et aussi des relations, comme je disais, parfois de conflits entre ces variations. Historiquement, ça a pu varier aussi, Tout à fait. Relations. Ok. Y a-t-il au niveau de la législation au Québec des lois qui tendent à restreindre l'incursion de l'anglais ou autre réglementation? Oui, notamment la loi 101 qui fait du français la langue officielle au Québec. Alors ça concerne notamment donc l'affichage.
moi, je me souviens d'avoir vu des images de Montréal, ville francophone, mais où tout était écrit en anglais partout. Alors, moi, je l'ai pas vécu, mais disons, la génération de mes grands-parents, par exemple, on marchait dans la ville de Montréal tout en anglais, alors que la langue française était la langue des gens qui circulaient. Donc, au fil du temps est apparue cette loi 101. Oui, alors il y a encore débat en ce moment à savoir est-ce qu'on doit, parce qu'on l'autorise maintenant, mais est-ce qu'on doit restreindre, par exemple, l'enseignement en anglais, donc en tant que choix personnel, au niveau lycée, ou doit-on en faire, bon, pour le dire un peu maladroitement, mais empêcher que cet enseignement soit donné en anglais. Alors, nuance, il faut aussi noter qu'il y a une minorité anglophone au Québec qui ressemble beaucoup à la minorité suédophone de Finlande, et eux ont des droits historiques indéniables qui font qu'ils ont un système éducatif complet. Il y a quand même plusieurs universités anglophones au Québec. Mais c'est sur la question des francophones, et notamment sur la langue d'intégration. Comment les nouveaux, quelle langue parleront par exemple, les nouveaux arrivants, les néo-québécois, quelle langue utiliseront-ils pour l'éducation, etc. Parce que, puisqu'on est on est dans un pays bilingue, le Canada, il y a encore cette double possibilité. Mais dans un contexte comme le Québec, qui est en fait ce qu'on appelle parfois en sociologie une majorité fragile, parce que l'État québécois est francophone à 85%, il y a quand même énormément de francophones, mais dans un contexte canadien, c'est différent. Ça crée une sorte de double tension. Et donc, il y a des lois qui essaient de favoriser donc une sorte d'équilibre qui est assez qui cherche des compromis en permanence. C'est pas, je considère pas, en tout cas d'un point de vue personnel, j'ai pas l'impression que la loi 101 soit une loi très agressive ou mordante, mais elle cherche indéniablement à maintenir. C'est pour la pérennité du français en Amérique du Nord que cette loi existe, mais ça vient avec ponctuellement des restrictions, c'est vrai. Est-ce que le tutoiement a déjà remplacé le vouvoiement au Canada? Non, j'aime bien cette question parce que moi je vous vois encore et il n'y a pas de remplacement. Par contre, à quoi sert le tutoiement? À quoi sert le vouvoiement? Dans quel contexte? Je pense pas faire faux pas en disant on va peut-être tutoyer beaucoup plus facilement au Québec. Je pense que le Québec, un peu à la manière de la Finlande, est une société, si on parle de hiérarchie, en tout cas, est une société beaucoup plus circulaire. C'est-à-dire que les liens hiérarchiques sont peut-être un peu moins apparents dans la communication. Le vouvoiement peut être même perçu de manière un peu irrespectueuse, hein, comme si on avait une sorte de volonté de garder une distance alors qu'on est en contact. On est en train de se parler, pourquoi donc se vouvoyer? Cela étant dit, le vouvoiement est tout à fait présent, j'ai envie de dire à la manière de la France. Je pense que le calibrage est peut-être un peu différent, tout simplement. Oui, je pense aussi sur cette question du tutoiement et du vouvoiement. En réalité, c'est très mouvant. C'est-à-dire, effectivement, comme tu disais, c'est toujours ça coexiste, mais même en France, genre même dans des contextes professionnels où moi si je compare entre le moment où j'ai commencé à travailler quand j'avais 20 ans et 20 ans plus tard, il y a vraiment eu une très très forte évolution où dans les milieux professionnels, par exemple, on se tutoie très vite, très facilement, etc. Ce qui était peut-être pas le cas, en tout cas quand moi j'ai commencé à travailler dans le même milieu donné. Et donc aussi ces questions-là, je pense qu'elles sont très très mobiles en fait. Elles se transforment beaucoup, comme tous les aspects de la langue finalement. Le tutoiement et le vouvoiement fait partie de ces usages qui se transforment en permanence, comme les mots eux-mêmes ou comme. Voilà. Y a-t-il des auteurs finlandais qui ont écrit en français? Alors je ne sais pas. J'essayais de voir si Pentti Holapa, le poète et ancien ministre de la Culture, j'ai l'impression qu'il a probablement un peu écrit en français. Alors là, c'est une situation qui me choque. J'ai l'impression dès qu'on aura terminé cette conférence, je vais rentrer chez moi et j'aurai le meilleur exemple possible. Alors ça, c'est le contexte liquide. Hein. Non, indéniablement, il y a des écrivains qui se sont exercés au français. J'essaie de voir dans le monde de la traduction notamment, mais là, ça me vient pas moi non plus. Mais certainement. Alors, une dernière question. Souvent en France, le nom universel est masculin.
pourquoi pas dire, par exemple, sage-femme pour tout le monde? Alors moi, il me semble qu'on dit sage-femme pour tout le monde, même si c'est un homme. Je pense aussi, après je suis pas, enfin faudrait voir en vivant dans le milieu professionnel en question quels sont les termes utilisés. Mais oui, c'est sûr qu'il y a une perception pour l'instant du masculin comme un nom neutre ou universel. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui conduit aux réticences ou qui justifie les réticences à introduire la féminisation des noms ou encore à introduire l'écriture inclusive en disant mais non, mais en français, par héritage du latin, le masculin c'est aussi le neutre. Et bon, en réalité, la question, elle est plutôt de la perception des locuteurs eux-mêmes. Hein. Et en fait, c'est le rapport que chacun de nous, je pense, on a à la langue, qui l'a fait évoluer aussi, ou qui l'a fait se transformer dans l'intérieur. C'est que justement, la langue, elle n'est pas présente que dans les dictionnaires, elle est présente à travers les personnes qui les parlent. Et du coup, effectivement, cette perception du masculin comme universel ou comme neutre, je trouve que l'écriture inclusive notamment est le signal que cette perception-là est en train de bouger et avec du coup le désir des locuteurs de le faire bouger. Pardon, donc sauf erreur de ma part, j'ai trouvé le nom d'une autrice finlandaise qui a écrit en français, donc Sirkku Larivoire, il me semble, a publié aux éditions de Minuit. Il y a de cela fort longtemps, mais donc je pense qu'on tient là donc une autrice finlandaise ayant écrit en français. Ok, c'est tout pour moi pour les questions. D'accord. Merci à toutes les personnes qui du coup nous ont suivis. C'est très bizarre ce format de conférence parce qu'en fait on n'a pas du tout de réaction de l'autre côté. Donc on espère l'un et l'autre qu'on a été clair malgré le stress et puis que voilà, vous avez apprécié et que ça vous a intéressé d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas, si ça a été le cas, même puisque c'est un Facebook Live décidément, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur notre page Facebook si ça vous a intéressé et souligner les aspects qui vous ont intéressé aussi. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous. Ouais. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Jean-Philippe. Je suis toujours fasciné. Donc merci de votre curiosité, bien entendu. Je vois que vous êtes nombreux. Et il y a des commentaires, des questions, tout ça. C'est vraiment formidable à chaque fois. Ouais, merci, bonne soirée. Hyvää illanjatkoa à tous. Je ne sais pas le dire. Mais bonne soirée à tout le monde. Et au revoir, à bientôt. À bientôt. Allez.